Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de lecture. Aujourd'hui, je vais vous lire Les Épouvantails de Minuit, chapitre 4, un livre écrit par R.L. Stein. Ce truc est vivant, hurlai-je. Paniqué, je me laissai tomber par terre et tentai de fuir à quatre pattes entre les tiges de maïs. Me tournant vers Marc et Henri, je vis qu'ils m'observaient le plus calmement du monde. Ne s'étaient-ils donc pas rendu compte que j'étais en danger? C'est à ce moment-là que Stanley, le fils d'Henri, surgit de derrière l'épouvantail, le visage hilar. Stanley, espèce de sale type, m'écriai-je, folle de rage. C'est toi qui as fait bouger le bras. Ah là là, répondit-il. Vous autres, les gosses de la ville, on peut vous faire peur avec n'importe quoi. Le sourire jusqu'aux oreilles, il me tendit la main pour m'aider à me relever. Tu as vraiment cru que l'épouvantail était vivant, hein, Julie? Ajouta-t-il encore. Moi je sais les faire bouger, dit Henri, en abaissant sa casquette sur les yeux. Je sais comment faire, c'est marqué dans le livre. Le sourire de Stanley s'effaça, la lueur de malice qui égayait ses yeux disparut. C'est vrai, papa, murmura-t-il. Toi, tu sais. Stanley a presque 16 ans. Chez lui, tout est long et mince, les jambes, les bras, le cou. Un véritable haricot, comme son père. Ses longs cheveux noirs qui pendent sur ses épaules ne doivent pas être lavés souvent. Je ne l'ai jamais vu porter autre chose que des t-shirts trop grands et des jeans sales troués aux genoux. Sa grande préoccupation, c'est de jouer les durs. À la manière dont il vous regarde avec ses petits yeux noirs, on a toujours l'impression qu'il se moque de vous. Il nous appelle, Marc et moi, les gosses de la ville. Il passe son temps à nous jouer des tours stupides. Je crois qu'il est un peu jaloux. Je le comprends. Ça ne doit pas être facile de vivre toute l'année avec un père comme le sien dans une maison minuscule. Et quand je dis un père en parlant d'Henri, j'exagère un peu. Mentalement, c'est un vrai gamin. Je t'ai vu derrière l'épouvantail, expliqua Marc à Stanley. Je bouillais de colère. Ah bravo, merci de m'avoir prévenu. Puis je regardai Stanley droit dans les yeux. Une chose est sûre, tu n'as pas beaucoup évolué en un an. Merci du compliment, c'est chouette de te revoir Julie, répondit-il. Je suis certain que l'odeur de notre fumier te manquait terriblement. Arrête, Stanley, tu me fatigues déjà. Soyez gentil, marmonna Henri. Vous savez, le maïs entend tout. Cette phrase nous stupéfia. S'agissait-il encore d'une de ses plaisanteries? Avec lui, c'était difficile à dire. Non, il avait l'air le plus sérieux du monde. À l'ombre de sa casquette, on apercevait ses grands yeux noirs qui nous fixaient. Le maïs entend tout, répéta-t-il. Partout, dans chaque tige, il y a des esprits. Stanley secoua la tête, mécontent. Papa, tu passes trop de temps dans ton livre. Tout ce que dit le livre est vrai, rétorqua Henri. Tout. Stanley donna un coup de pied rageur dans une motte de terre. Il leva la tête vers moi. Ses yeux avaient une expression de profonde tristesse. Les choses ne sont plus comme avant ici, murmura-t-il. Quoi? Demandai-je interloqué. Qu'est-ce que tu veux dire? Stanley se tourna vers son père, qui lui jeta un regard menaçant. Stanley n'ajouta rien de plus. Il se tourna vers Marc pour lui palper le bras. Toujours aussi mou, hein? Ça vous dit une petite partie de foot cet après-midi? Sûrement pas, par cette chaleur, répliqua Marc. Joignant le geste à la parole, il s'épongea le front. C'est pas possible, mais quel mollasson, railla Stanley. Oh ça va, protesta mon frère. J'ai simplement dit qu'il faisait trop chaud, c'est tout. Eh, tu as quelque chose dans le dos, dit soudain Stanley. Tourne-toi un peu pour voir. Marc s'exécuta. Stanley en profita pour ramasser l'épis de maïs plein de verre et le glissa sous le t-shirt de mon frère. Je dois avouer que c'était assez drôle de voir Marc s'enfuir avec des hurlements de terreur en direction de la ferme. Le dîner fut calme. Le poulet de grand-mère Myriam était aussi délicieux que d'habitude. J'étais contente d'être avec mes grands-parents, mais je n'arrivais décidément pas à me faire à leur changement. Avant, grand-père Georges parlait sans arrêt. Il nous racontait des dizaines d'anecdotes amusantes à propos des autres fermiers du coin, sans compter toutes les histoires drôles dont il nous régalait. Mais ce soir-là, c'est tout juste s'il dit deux mots. Grand-mère Myriam nous encourageait à manger plus. Elle demandait sans arrêt si le repas nous plaisait, mais elle semblait plus évasée, elle aussi. Pour tout dire, nos grands-parents avaient l'air mal à l'aise. Tendus, ils ne cessaient d'observer Henri à l'autre bout de la table, qui mangeait du
Je remarquai qu'en disant cela, elle se mordait la lèvre. Ça va pas trop mal, dit-il d'un ton énigmatique. Mais que se passait-il ici? J'étais de plus en plus perplexe. L'atmosphère était si différente. Fallait-il tout mettre sur le compte du vieillissement de mes grands-parents? Après le dîner, on s'installa dans le salon. Grand-père Georges prit sa place habituelle, à côté de la cheminée, dans le fauteuil à bascule. Il faisait trop chaud pour allumer un feu. Pourtant, grand-père avait les yeux fixés sur l'âtre. Il semblait plongé dans ses pensées. Grand-mère était assise à côté de lui, dans un fauteuil vert, large et confortable, un magazine de jardinage posé sur ses genoux. Stanley avait disparu. Henri, le dos contre un mur, se curait les dents. Marc était affalé à côté de moi sur le canapé. J'observais la pièce. Décidément, m'exclamai-je au bout d'un moment, cet ours me fera toujours aussi peur. À l'une des extrémités du salon, dressé sur ses pattes arrière, se trouvait un ours brun empaillé qui devait bien mesurer 2,50 m. C'est grand-père Georges qui l'avait abattu, bien des années auparavant, au cours d'une partie de chasse. L'ours montrait des crocs et des griffes menaçants. On aurait dit qu'il allait vous sauter dessus. C'était un tueur, dit grand-père en se balançant dans son fauteuil. Lorsque je l'ai abattu, il s'apprêtait à assommer 2 chasseurs qu'il avait réussi à désarmer. Je leur ai sauvé la vie. Je détournai la tête en frissonnant. Comme je détestais cet ours. Vraiment, je ne comprenais pas pourquoi mes grands-parents s'obstinaient à le garder dans le salon. Tu n'as pas plutôt une histoire d'épouvante à nous raconter? Demandai-je à grand-père Georges. Il me regarda et je vis ses yeux bleus s'assombrir. Oh oui, grand-père, si tu savais comment se réjouissaient Julie et moi d'entendre à nouveau des histoires, renchérit Marc. Raconte-nous celle de l'enfant sans tête qui vivait dans un placard. Non, j'en aimerais une nouvelle, protestai-je. Grand-père se frotta le menton. Son regard se dirigea vers Henri, à l'autre bout de la pièce. Puis il se racla la gorge nerveusement. Je crois que je suis un peu fatigué, les enfants, dit-il à voix basse. C'est l'heure pour moi d'aller au lit. Et notre histoire, m'écriai-je. Mon grand-père me regarda avec des yeux éteints. Je n'ai plus d'histoire à raconter, plus aucune, murmura-t-il. Lentement, il se leva et se dirigea d'un pas lourd vers sa chambre. Mais que se passait-il ici? Je ne comprenais rien à rien. Et voilà, c'est déjà la fin du chapitre 4. J'espère que ça vous aura plu comme d'habitude. Et bientôt, je vous retrouverai pour le chapitre 5 de ce livre. Et aussi le chapitre 5 de l'autre livre que je vous lis sur ma chaîne. A bientôt.